Alors qu'il inspectait une portion de clôture renversée par le vent nocturne, Caleb Rowan entendit soudain des éclaboussures affolées et le bruit violent de l'eau frappant quelque chose. Il se précipita vers la rive et aperçut, au milieu du courant glacé, une silhouette immense qui luttait pour rester à la surface. Chaque mouvement était lourd, épuisé, presque vain. Quand il comprit qu'il s'agissait d'une femme à paches exceptionnellement grandes, couverte d'ecchymoses et de plaies comme si on l'avait battue avant de la jeter à l'eau, il n'hésita pas une seconde. Il plongea dans le fleuve dont la froideur mordait la peau comme des lames. Son corps à elle, massif et inerte, manqua plusieurs fois de l'entraîner au fond. Serrant les dents, il maintint sa tête hors de l'eau et remonta péniblement le courant, sa vieille blessure au genou brûlant comme prête à céder. Finalement, il la hissa sur la rive où elle resta étendue, tremblante, presque sans souffle. Les marques violacées sur ses poignets, laissées par des liens trop serrés, firent monter en lui une colère sourde. Lorsqu'elle s'évanouit dans ses bras, il la porta jusqu'à la cabane, ralluma le feu et la couvrit de la couverture la plus chaude qu'il possédait, essayant de chasser le froid glacial incrusté dans sa peau. Une fois la chaleur revenue, il nettoya ses blessures. Des hématomes profonds, des traces de fouet, des entailles si sordides qu'il dut se forcer à les regarder. Rien de tout cela n'était un accident, quelqu'un avait voulu la tuer. Elle gémit quand l'eau tiède toucha ses plaies, mais ne reprit conscience que beaucoup plus tard. Ses yeux noirs s'ouvrirent brusquement, emplis de panique, elle tenta de se redresser avant que la douleur ne la plaque de nouveau au matelas. Caleb l'apaisa d'une voix basse, lui assurant qu'elle était en sécurité. Lorsqu'il lui tendit de l'eau, elle finit par murmurer, d'une voix étranglée, que les siens l'avaient attachée, battue et jetée dans la rivière parce qu'elle avait refusé d'épouser l'homme que son clan lui imposait. Trop grande, trop forte, disait-elle, on voulait d'elle uniquement pour qu'elle donne des enfants. Son refus avait été considéré comme une faute à punir. Caleb l'écouta longuement, non avec pitié mais avec le respect réservé à ceux qui survivent à la cruauté. Puis il lui dit, d'un ton ferme, « Ici, personne ne te forcera jamais à faire ce que tu ne veux pas. » Cette fois, la lueur dans ses yeux n'était plus seulement de la peur, mais une étincelle d'espoir. Le lendemain, lorsqu'il revint à la cabane, il la trouva agenouillée près du foyer, triant du bois malgré le fait qu'une de ses vieilles chemises lui tombait mal, trop serrée à certains endroits et trop courte aux manches. Elle expliqua qu'elle voulait aider. Il lui répondit qu'elle n'y était pas obligée, mais elle insista doucement. Sa présence changeait l'atmosphère du petit espace, la cabane paraissait moins vide, presque chaleureuse. En cuisinant une simple bouillie, elle remuait la cuillère avec la force d'une guerrière mais la délicatesse d'une guérisseuse. Quand ils sortirent sur le porche après le repas, elle observa les plaines balayées par le vent et lui demanda s'il vivait seul depuis longtemps. Elle n'avait, dit-elle, plus personne à qui faire confiance dans son peuple. Puis, effleurant le cadre de la porte, elle admit que cet endroit, qu'elle avait d'abord craint, lui semblait soudain moins hostile. Caleb, incapable de savoir quoi répondre, resta silencieux. Lui qui avait toujours trouvé un refuge dans la solitude, se surprenait à ne plus la trouver aussi confortable qu'avant. La prudence avait fini par devenir pour elle une façon de survivre, mais ce soir-là, même une seule journée de sécurité ressemblait presque à un miracle. Après un long silence, Mela inspira profondément et parla d'une voix enfin claire, sans trembler. « Si tu ne me chasses pas, j'aimerais rester. » Caleb plongea son regard dans ses yeux sombres, autrefois remplis de crainte, mais où ne demeurait désormais que la volonté farouche d'une femme qui avait tout perdu et avait pourtant choisi de demeurer debout. Il répondit simplement « Alors reste ». Et dans cette simplicité, un premier changement s'inscrivit dans sa vie. Cette nuit-là, le vent sifflait à travers les planches pourries de la vieille cabane. Caleb ajouta du bois au feu, dont la lumière vacillante glissait sur ses traits anguleux et sur la large silhouette de Mela. Elle s'était installée près du mur, ses longues jambes occupant presque la moitié de la pièce étroite. Le silence entre eux n'avait rien de gênant. C'était celui de deux êtres habitués à la solitude et qui, pour la première fois depuis longtemps, trouvaient l'espace moins vide. Mela reprenait l'ourlet déchiré de la chemise de Caleb. Malgré la taille de ses mains marquées de cicatrices, chaque point était soigneux et régulier. Par moments, elle levait la tête pour vérifier son travail, sa longue chevelure glissant sur son épaule et jetant une ombre sur son dos puissant. Caleb l'observait parfois, non par curiosité, mais parce qu'il n'avait jamais vu une force si grande accompagnée d'autant de douceur. Lorsqu'il se leva pour refermer la fenêtre que le vent venait d'ouvrir, elle le suivit du regard, remarquant la tension de sa chemise sur ses épaules. Elle comprit alors, presque malgré elle, qu'elle se sentait en sécurité. Lorsqu'il se retourna et surprit ses yeux posés sur lui, il dit « Le froid tombe ». Cette nuit,
La température va descendre sous zéro. Elle hocha la tête. J'ai déjà dormi dans la neige, mais ici c'est plus doux. Son doigt longea machinalement la couture qu'elle finissait et elle murmura, avec une sincérité douloureuse, « L'absence d'un homme bon à mes côtés me pèse plus que je ne veux l'admettre. » Caleb, déstabilisé par un compliment auquel il n'était pas habitué, s'assit non loin d'elle. « Je ne fais que ce qui doit être fait. Tu mérites mieux que ce que tu as connu. » Elle fixa le feu, ses yeux profonds comme un puits nocturne. « Je ne me souviens plus de la dernière fois où l'on m'a dit ça. » Un calme nouveau s'installa. Quand le vent redoubla, elle s'approcha davantage de la chaleur et Caleb lui tendit une seconde couverture. Elle le regarda, la tête légèrement inclinée, comme si elle cherchait à comprendre tant de bienveillance. « Tu n'as pas peur de moi ? Je ne suis pas comme les autres femmes. » Il répondit lentement, « Tu m'as offert une chance de recommencer. Tu ne me fais pas peur. » À ces mots, les lourdes épaules de Mela s'affaissèrent, comme si un poids qu'elle portait depuis des années se détachait enfin. Cette nuit-là, ils partagèrent une proximité née non de passion, mais de deux âmes blessées trouvant un refuge l'une auprès de l'autre. Le temps passa dans une paix dont Caleb ignorait avoir eu tant besoin. La neige fondait peu à peu sur le toit, révélant les premières plaques de terre brune à la fin de l'hiver. Chaque matin, il se réveillait en voyant Mela raviver le feu, son ombre imposante glissant sur les murs comme si elle avait toujours fait partie de cet endroit. Ses blessures la faisaient encore souffrir, mais elle marchait de nouveau et même l'aidait dans les travaux les plus lourds. Il lui disait souvent de se ménager, mais elle répondait seulement « Mon corps est fait pour tenir, pas pour céder ». Pourtant, ce qui étonnait Caleb n'était pas sa force, mais la douceur discrète qu'elle dévoilait parfois. Elle ajoutait souvent des bûches avant son retour, pour qu'il trouve la cabane déjà chauffée, comme si cette chaleur nouvelle n'était plus seulement celle du feu, mais celle d'une présence qu'il n'aurait jamais cru accueillir un jour. Mia s'occupait des tâches quotidiennes, lavant ses tasses malgré la taille impressionnante de ses mains qui passaient à peine dans les anses, et laissant parfois un morceau de pain de maïs sur la table. Peu à peu, Caleb remarqua des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Le rythme lourd et régulier de ses pas dans la cour, la manière dont elle attachait sa longue chevelure avec une lanière de cuir usé, et surtout le regard profond de ses yeux noirs lorsqu'elle croyait qu'il ne l'observait pas. Un soir, alors que le soleil rougeoyait derrière les montagnes, ils se tenaient côte à côte sur le perron. Les doigts de Mia frôlaient machinalement les anciennes marques de corde à son poignet lorsqu'elle demanda, d'une voix grave, si, le jour où on la retrouverait, il la rendrait au sien. Caleb répondit aussitôt, sans le moindre doute, non. Elle le fixa, stupéfaite, comme si elle n'avait jamais espéré qu'une telle réponse puisse exister. Il ajouta simplement qu'elle n'était plus seule, et que lui non plus. Le vent d'hiver secoua sa chevelure, lui donnant l'allure d'une statue de guerrière ancienne, forte et fière, mais dont les yeux restaient d'une douceur bouleversante. Elle murmura un simple « merci » chargé d'un poids immense. Depuis ce jour, tous deux comprirent que la solitude n'avait plus d'endroit où revenir. Un après-midi, alors que Caleb resserrait les cordes de l'enclos, le sol se mit à vibrer sous des sabots lointains. Sept cavaliers apaches surgirent d'un nuage de poussière, vêtus de cuir et le visage barbouillé de rouge et de noir. Ils ne semblaient pas venir en paix. Mia, déjà debout, comprit avant même qu'il n'arrive, il venait pour elle. Caleb se plaça immédiatement devant la porte. Le chef du groupe, un guerrier au tatouage d'éclairs sur la joue, déclara que l'homme blanc cachait une criminelle de leur tribu. Caleb répondit qu'elle n'avait commis aucun crime, si ce n'est d'avoir refusé un mariage. Le guerrier exigea qu'on la rende. Mia supplia Caleb de ne pas intervenir, certaine qu'il le tuerait, mais il resta debout, sans armes, et déclara que personne ne l'emmènerait parce qu'elle était sa femme. Mia en eut le souffle coupé, jamais personne ne l'avait défendu ainsi. Un silence lourd tomba, jusqu'à ce qu'un ancien sorte des rangs. Le chef Koki annonça alors qu'à partir de ce jour, Mia était bannie de la tribu et que plus aucun lien ne pesait sur elle. La jeune femme tomba à genoux, secouée de sanglots tandis que les cavaliers repartaient comme une tempête qui s'éloigne. Quand la poussière se dissipa, Caleb posa une main sur son épaule et elle l'enlaça, brisée d'émotion. L'hiver finit par céder la place à un printemps encore froid, portant l'odeur lourde de la terre détrempée. Un matin paisible, Mila posa la main sur son ventre, un geste si discret mais suffisant pour que Caleb cesse de fendre le bois. Elle guida sa main rugueuse vers son ventre et il comprit aussitôt. Une vie minuscule commençait à grandir en elle, cette femme apache immense qui était devenue son monde. Caleb leva les yeux vers elle, et lorsqu'elle demanda en douceur s'il apprendrait l'agriculture à l'enfant si c'était un garçon,
Il laissa échapper un rire discret, presque oublié depuis des années. Oui. Et si c'est une fille, elle montera mieux que nous deux. Mila posa son front contre son torse, sa chaleur glissant contre sa peau. Je n'aurais jamais imaginé avoir cette chance, murmura-t-elle. La tribu voulait que j'aie des enfants avec un homme choisi pour moi. Personne ne m'a laissé choisir ce que je désirais vraiment. Caleb l'entoura de ses bras et sentit la force immense de la jeune femme se détendre dans son étreinte. Maintenant, c'est toi qui décides. Et cet enfant naît de ce choix. Les jours suivants, la petite cabane semblait soudain plus lumineuse. Mila se déplaçait plus lentement, avec plus de prudence, mais elle n'avait rien perdu de sa puissance. Au contraire, quelque chose d'ancien et de solide, semblable à un arbre qui a résisté à la tempête, semblait désormais l'habiter. Caleb lui construisit une chaise plus large et plus stable, capable de soutenir la stature impressionnante de la femme qui portait l'avenir dans son ventre. Un soir, alors qu'ils observaient le ciel printanier se teinter de violet, elle posa une main sur son abdomen arrondi. « Caleb, cet enfant n'aura pas de tribu, si ce n'est nous. » Il prit sa main et la pressa doucement. « Alors nous serons sa tribu. » Le vent du printemps passa, chargé d'herbes fraîches, de terre humide et de la chaleur d'une famille qui commençait tout juste à naître. Quand la neige eut complètement fondu, les terres se révélèrent, traversées de longues stries sombres comme d'anciennes cicatrices. Pourtant, pour Caleb, elle n'avait jamais paru aussi vivante, peut-être parce que, pour la première fois, il ne les parcourait plus seul. Mila s'installait souvent sur le porche, le vent tirant sur sa longue chevelure noire. Son ventre s'était arrondi, mais elle demeurait solide, immobile comme une montagne. Même enceinte, sa silhouette imposante projetait une ombre capable de couvrir la moitié du perron. Caleb la rejoignit et déposa sur ses épaules un châle léger. Elle lui offrit un sourire radieux et il s'assit à ses côtés, l'épaule posée contre la sienne, plus petite mais tout aussi présente. Après un long silence, elle finit par dire « La tribu m'a rejeté. Je n'ai plus de nom, plus de terre, plus de foyer. » Il se tourna vers elle, la voix profonde et tranquille. « Tu m'as moi. Et cette terre. Pour moi, c'est suffisant. » Ses longs cils baissés cachèrent un instant l'émotion qui l'envahissait. J'ai longtemps cru n'être qu'un outil pour eux. Une femme choisie pour enfanter, pas pour décider de sa vie. Elle posa sa main sur la poitrine de Caleb, à l'endroit où battait son cœur. Ici, j'ai choisi. Pas par devoir, pas par loi. Par volonté. Caleb serra doucement ses doigts. Quant à moi, j'ai vécu la moitié de ma vie dans le silence et la poussière. Tu m'as apporté quelque chose que je n'aurais jamais osé espérer. Le vent de printemps s'éleva, emportant l'odeur du gazon neuf et le murmure des ruisseaux libérés de la glace. Mila plongea son regard dans le sien, la voix aussi sûre qu'un serment prononcé en pleine liberté. « Je ne veux plus appartenir à aucune loi. Je te choisis. »« Et moi, je te choisis, » répondit-il, comme si. « Plus appartenir à aucune loi. Je te choisis. »« Et moi, je te choisis, » répondit-il, comme si cette vérité avait toujours attendu dans sa poitrine. Pas besoin de cérémonie, ni de bénédiction, ni de témoins. Seulement deux âmes abandonnées par le monde et qui se tenaient maintenant côte à côte, sous le ciel doux de la fin du printemps. Elle posa la tête sur l'épaule de Caleb. Cet enfant saura que ses parents se sont choisis, non pas par obligation, mais par désir. Il posa sa main sur son ventre, là où un rythme discret battait déjà. Et il saura qu'il est né de deux êtres forts et aimés librement. Le soleil se coucha derrière les collines, enveloppant les deux silhouettes, l'une massive, l'autre plus frêle, d'une lumière dorée, leur cœur résonnant comme un seul. Sur cette frontière balayée par le vent, ils n'avaient besoin d'appartenir à aucun autre lieu. Ils se suffisaient l'un à l'autre. Mon ami, les bonnes personnes n'ont pas à prouver qu'elles ont raison. Elles accomplissent simplement ce qui est juste, même quand personne ne les regarde, même quand le monde pourrait les punir. La bonté ne crie pas, mais elle peut sauver quelqu'un d'une rivière glacée, ou tenir tête à tout un clan pour protéger une seule femme. Les gens bons ne changent peut-être pas le monde, mais ils deviennent parfois le miracle qui change le monde de quelqu'un. Merci d'être ici. J'espère sincèrement que la paix et le bonheur trouveront toujours ton chemin. Je vous aime, chers auditeurs de ces récits du Far West. Dites-moi ce que cette histoire évoque pour vous. Laissez un commentaire, écrivez le chiffre 3 si vous l'avez apprécié, et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures. Les jours s'étirèrent, doux et silencieux, rythmés par le chant des ruisseaux et le souffle tranquille du vent.
Caleb et Mila continuaient de bâtir leur vie comme on construit un refuge après une longue marche, planche après planche, regard après regard. À mesure que le printemps avançait, la terre se réchauffait, les bourgeons éclataient sur les arbres, et l'odeur du pin se mêlait au parfum subtil des fleurs sauvages qui tapissaient les collines. Mila se levait chaque matin avant le soleil. Malgré son ventre arrondi, elle refusait de rester inactive. Elle préparait les herbes médicinales, surveillait les pièges, ou s'asseyait simplement près du feu pour réparer les vêtements usés par l'hiver. Caleb lui rappelait souvent qu'elle n'avait plus besoin de porter le monde sur ses épaules, mais elle lui répondait toujours avec ce demi-sourire calme qui disait « Laissez mes mains travailler, c'est ma façon de respirer ». Un soir, alors que la lumière déclinante donnait aux collines l'apparence d'un océan d'or liquide, Caleb aperçut une silhouette au loin. Une ombre, indistincte mais familière dans sa manière de se déplacer. Il se raidit. « Ce n'est pas un animal », murmura-t-il. Son regard se fit grave. Mila, malgré la fatigue qui l'alourdissait en fin de journée, se redressa subitement, les sens en éveil. La silhouette approchait lentement, sans menace apparente. Lorsqu'elle fut assez proche, Caleb reconnut un garçon, peut-être 15 ans, les cheveux torsadés en une natte dont chaque perle racontait une histoire. Un enfant de la tribu. Mila se figea. Ses doigts serrèrent le bord de la chaise comme si le bois pouvait l'empêcher de vaciller. Le jeune garçon leva les mains en signe de paix. « Je viens sans armes. J'ai marché 2 jours pour vous trouver. » Caleb se plaça légèrement devant Mila, sans agressivité, mais prêt à intervenir. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-il. L'adolescent inspira profondément, comme s'il portait un poids trop grand pour un cœur aussi jeune. « Le conseil m'a envoyé. Ils savent que la femme au nom brisé vit ici. » Mila détourna le regard, comme frappée par un souvenir froid. « Ils veulent encore me punir ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Le garçon secoua la tête. « Non. Ils veulent vous proposer un échange. » Caleb sentit sa mâchoire se tendre. Quel genre d'échange? Le garçon hésita, la honte peinte sur son visage. La tribu traverse une grande maladie. Beaucoup sont tombés. Les guérisseuses sont débordées. Le conseil dit que Mila, il baissa les yeux, que Mila doit revenir pour servir une dernière fois, le temps que les fièvres s'éteignent. Mila posa une main protectrice sur son ventre. Ils veulent que je soigne ceux qui m'ont rejeté? Ceux qui m'ont condamné? Le garçon releva le regard, les yeux brillants d'admiration. Ils disent que vous êtes la seule assez forte pour les aider. Moi, je suis venu parce que mon jeune frère est malade. Et lui n'a jamais levé la main contre vous. Un silence profond tomba sur la clairière. Le vent lui-même sembla s'arrêter. Caleb sentit la lutte silencieuse de Mila, une tempête intérieure qu'il ne pouvait pas braver à sa place. Il posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé. Pas cette fois. » Mila respira lentement, très lentement, puis leva enfin les yeux vers le garçon. Une lueur étrange s'alluma dans son regard, une lueur de compassion mêlée à la force immense qu'elle portait depuis toujours. « Je n'appartiens plus à la tribu, dit-elle. Mais un enfant mérite qu'on se batte pour lui. » Elle se leva avec une lenteur imposante. « Je vais venir. Pas pour eux. Pour ton frère. » Le jeune garçon retint un sanglot de soulagement. Caleb, lui, posa une main sur son cœur, partagé entre inquiétude et admiration. « Alors je t'accompagne, dit-il doucement. »« Non, répondit Mila. Tu restes ici. Tu protèges le foyer. Tu protèges notre enfant. » Le vent du crépuscule se leva. Et dans ce souffle, Caleb comprit que l'histoire qui commençait maintenant serait bien plus grande qu'eux. Le lendemain à l'aube, Mila préparait un petit paquet de plantes séchées, de racines et de bandes de tissu. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Caleb l'observait en silence depuis l'embrasure de la porte, la gorge serrée. La lumière rose du matin dessinait autour d'elle une silhouette puissante, comme si la nature elle-même l'entourait d'un halo de force ancienne. Lorsqu'elle termina, elle se tourna vers lui. Aucun mot n'aurait suffi à exprimer ce qu'il ressentait, mais leur regard disait tout. La peur, la confiance, la promesse de se retrouver. « Tu n'as pas à faire cela », murmura Caleb une dernière fois, comme s'il espérait, contre toute logique, qu'elle change d'avis. Mila s'approcha, posa sa paume large sur sa joue. « C'est vrai. Je n'y suis pas obligé. Mais parfois, la force ne sert pas seulement à se protéger soi-même.
Elle sert aussi à protéger ceux qui n'ont personne d'autre. Caleb ferma les yeux un instant sous ce contact, puis l'enlaça lentement, avec la délicatesse qu'on réserve à un trésor fragile. Elle se serra contre lui, respirant profondément son odeur, comme pour la garder en mémoire. Quand ils se séparèrent, Mila noua sa cape autour de ses épaules, et le vent du matin fit claquer le tissu comme un étendard. Le jeune garçon de la tribu attendait déjà au bord du chemin, l'air grave, les bras serrés contre lui pour se protéger du froid. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Mila approcher. « Nous marcherons vite, dit-il. Les fièvres montent chaque nuit. » Mila acquiesça. Mais avant de partir, elle posa une main ferme sur le ventre rond qui portait son enfant. « Tu restes calme, murmura-t-elle à l'être encore invisible. Ta mère revient vite. » Caleb resta immobile tandis qu'elle s'éloignait sur le sentier. À chaque pas qu'elle faisait, son cœur semblait se serrer davantage. Il la suivit du regard jusqu'à ce que la forêt la dévore complètement. Alors seulement, il expira, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Le chemin jusqu'à la tribu traversait une vaste plaine où l'herbe dansait en longs rubans verts. Le garçon marchait vite malgré la fatigue, mais Mila, même enceinte, avançait d'un pas régulier, solide, presque imperturbable. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers elle, stupéfait par sa résistance. « Je comprends pourquoi il vous craignait », lâcha-t-il soudain. Elle haussa légèrement les sourcils. « Il me craignait ? Oui. Vous étiez différente. Trop grande, trop forte. On disait que les ancêtres vous avaient façonné pour les batailles. Beaucoup oublient que les plus grands guerriers peuvent aussi être les meilleurs guérisseurs. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Mila plus qu'elle n'osa le montrer. Ils atteignirent la vallée au crépuscule. Là, les tentes de la tribu se dressaient comme des ombres mourantes et une odeur amère flottait dans l'air, celle d'herbes brûlées, de sueur et de maladie. Les chiens ne jappaient pas. Les enfants ne jouaient pas. Le silence était lourd, presque inquiétant. Au centre du camp, plusieurs silhouettes étaient allongées, secouées de frissons incontrôlables. Mila sentit son cœur se serrer. Une ancienne guérisseuse s'approcha d'elle, surprise, presque tremblante. « C'est vrai, tu es venue. » Mila ne répondit pas à sa stupeur ni à sa gêne. Elle posa son paquet au sol, s'agenouilla et examina le premier malade. Son visage se ferma, sérieux et concentré. « Ce ne sont pas des esprits. Ce n'est pas une malédiction, dit-elle. C'est une infection. Et elle se propage vite. » Le garçon, lui, tira doucement sur sa manche. « Mon frère, il est là-bas. » Elle le suivit. Quand elle vit l'enfant minuscule, brûlant de fièvre, la respiration saccadée, quelque chose se brisa en elle. Une douleur sourde, instinctive. Elle posa ses mains sur son front, puis sur sa poitrine, et inspira profondément. « Je vais le sauver, » dit-elle, la voix vibrante de détermination. « Je vais faire tout ce que je peux, même si je dois me tenir éveillée 3 nuits sans dormir. » Dans la lumière rouge du feu, Mila ressemblait à une statue vivante, un roc solide dressé contre la maladie. Et tous ceux qui l'observaient ressentirent la même chose. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir.